Donc bonjour ou rebonjour. On reprend la session de l'après-midi. On va avoir deux speakers avant la pause. Donc la première présentation, elle sera faite par professeur Anis Boukli, donc qui est founder et CEO de Digital Partners SA, donc Board Advisor Innovation et expert auprès de l'Union européenne, mais également professeur de transformation digitale à l'IMD à Genève, l'IM de Genève. Donc après la présentation de M. Boukli, on va écouter M. Rachid Baalbi qui va nous parler d'intelligence artificielle et des applications concrètes de l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Boukli pour une vingtaine de minutes. Ça devrait aller ? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc premièrement, je voulais déjà vous remercier, professeur Bouchaïb, les étudiants, les doctorants, les professeurs ici, de m'accueillir. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être ici. J'aime beaucoup le Maroc, comme je le sais, Bouchaïb, j'ai pas mal de relations donc, à ce niveau-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de traverser avec vous l'agenda suivant. Donc on va parler d'adoption au niveau d'industrie de transformation digitale. En l'occurrence, en fait, on a l'impression qu'en Europe, aux États-Unis, on est très avancé, mais aujourd'hui, pour vous témoigner, en fait, je suis très régulièrement avec des décideurs, des CEO, qui essayent d'imaginer des scénarios de transformation digitale, quelles sont les technologies qui incombent au scénario. On parle d'abord de définir un scénario avant de parler de technologie, et souvent, pour vous donner un ordre d'idée, 60% de ces décideurs ou dans les board advisory aujourd'hui ne savent pas décliner encore des scénarios jusqu'au moment où il y a une rupture. Donc, l'idée, c'est ensuite d'aller sur des business models et des cas d'études. Je vais essayer de traverser plusieurs cas d'études. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de la banque, dans le monde de l'automobile, dans le sport, dans le luxe. Donc c'est assez riche. Je vais essayer d'aller peut-être rapidement, mais ça vous donne un petit peu des cas concrets de scénarios aujourd'hui d'utilisation. C'est ce qu'on va tâcher de faire pour mettre en pratique l'impact. Et puis un cas un petit peu plus détaillé sur lequel on travaille dans le domaine du secteur public, qui est aussi impacté par ce type d'approche. Voilà, je me lance. Donc globalement, quand on parle de transformation digitale, il y a différents cercles en fait, de transformation. On transforme à travers soi des services, c'est-à-dire du conseil, ça peut être la définition, ça peut être une maturité, une faisabilité d'un concept, métier. On parle même aujourd'hui, donc par rapport à Dalila tout à l'heure qui parlait de Big Data, aujourd'hui il y a des business models basés sur les données, le Data-Driven Business Model, qui sont des domaines où on va définir un scénario qui va permettre ensuite de se décliner. On parle d'outils, de software, et puis on parle aussi d'approche verticale. En termes de verticale, c'est de prendre une stratégie, de prendre le challenge d'une industrie, le challenge d'une administration, et de pouvoir décliner qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut passer du why au how et au what. Je vous invite à regarder un petit peu la vidéo de Simon Sinek qui parle du Golden Circle, le cercle d'or qui parle du why, du how et du what. En l'occurrence, en fait, si vous regardez ici, c'est un vortex. Un vortex donc vous aspire. Toutes les industries aujourd'hui sont aujourd'hui compromises par la transformation digitale, que tout type d'industrie, que ce soit le luxe, le sport, etc., comme on va vous peut-être le montrer par la suite, sûrement le montrer. Et ça part du why, donc on est dans un processus d'idéation. Trouver des idées qui vont se décliner en scénario, et puis ensuite les concevoir pour ensuite les implémenter, les opérer dans l'action de la transformation. En l'occurrence, on se rend compte, et j'ai vu des cas, croyez-moi que ce soit à l'IMD, où on a eu des industries, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas seulement des pilotages, il y a des industries qui ont été complètement bafouées. Complètement, quand je dis complètement bafouées, qui étaient assises, qui avaient sur des grosses brands comme Nestlé, comme Procter & Gamble avec Gillette, qui ont été, parce qu'ils ont ignoré un certain nombre de start-up même, ont été complètement bafoués. Regardez, j'ai peut-être pas ce cas, mais dans le Chef Club, moi j'ai vu tout le management américain de Gillette. Gillette, vous connaissez tous Gillette en Seras. Ils ont perdu 60% de leur marché aux États-Unis à cause d'une société qui s'appelle Dollar Chef Club, qui a regardé le coût de production de ces gilets et il a produit une plateforme concurrente et en desservant pour $1 à différentes à des populations en se liant à un CRM. Et ça a coûté, en fait, c'est un petit peu la phrase de Gandhi, on vous ignore, on se moque de vous, on vous combat et puis vous perdez à la fin. C'est un peu ça qui est arrivé à Gillette aux États-Unis, qui ont perdu tout leur management à cause
un manque d'attention à la stratégie. Donc on perd en termes de IA, Big Data, et on a parlé d'analytique et dans le processus de transformation, il est clair qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va tenter d'exploiter la partie non structurée. Jusqu'à là, on savait bien exploiter les données structurées, mais la partie non structurée, qui est en termes d'images, de vidéos, de contenu, c'est un facteur de corrélation qui amène, donc on parle des 5V, des 6V, mais le plus important, c'est pas la vélocité et la variété, c'est la valeur que vous amenez à cette transformation. Du big data qui n'est pas smart ne sert à rien. C'est une donnée qui doit être amenée à pouvoir justement. Et la donnée reste l'outil de transformation, le fuel, l'énergie pour pouvoir transformer en étant associé à l'intelligence artificielle et à des indicateurs analytiques qui permettent de le faire. Si on prend le cas aujourd'hui des modèles de comment, par exemple, pourquoi on utilise Uber. Donc il y a plusieurs modèles qui existent pour mesurer en fait l'impact et un business model de transformation. On parle d'Uber, si vous regardez, par exemple, ça c'est le modèle qui est utilisé à l'IMD sur le Global Center for Digital Business Transformation. Pour savoir, c'est un institut académique qui est un des leaders mondiaux aujourd'hui en termes de formation de leaders. Ils ont reçu 10 millions de dollars de Cisco pour justement avoir un lab au sein de Lausanne pour pouvoir tester avec des exécutifs des scénarios métiers d'utilisation justement des outils de transformation. Donc on prend le cas d'Uber par exemple, on voit les trois, on parle de valeur de coût, valeur d'expérience et valeur de plateforme. Juste pour vous faire un petit briefing rapide, quand vous prenez un Uber, il y a une valeur sur le coût, donc il est en rupture sur 3 dimensions. Sur le coût, c'est moins cher qu'un taxi. Ça amène une expérience en termes de valeur pour la personne qui conduit et vous aussi à travers, parce que vous voyez où est-ce que vous vous situez, donc combien de temps vous avez la voiture, quel type de voiture arrive. Et il y a une plateforme value aussi, parce qu'ils mettent à disposition différentes plateformes, que ce soit vous en tant qu'utilisateur ou par exemple, justement, au conducteur. Donc ça, c'est les 3 dimensions de rupture. On peut être en rupture sur un seul domaine. Je prends un autre exemple, par exemple Starbucks ou quoi que ce soit, il n'a pas de coût de valeur, il est plus cher qu'un café ailleurs. Il n'y a pas de plateforme, c'est vraiment sur l'expérience. Et beaucoup, je rencontrais il y a à peu près 2 semaines, j'animais un workshop avec des décideurs dans le luxe. Le gars qui fait Rolls-Royce, il s'en fout, hein, il en produit 3000 par année, il veut vraiment une expérience uniquement, il ne veut pas mettre de plateforme, il ne veut pas réduire ses coûts, surtout pas, mais c'est vraiment l'expérience utilisateur. Audemars, Piguet, c'est pareil, je fais du luxe, très clairement, ce que je veux, je vais en produire uniquement 100 000 par année, et ça s'arrête là parce que je veux que le client attende. C'est un petit peu ce type de modèle qu'il faut réfléchir. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les verticaux, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans la banque, aujourd'hui, les scénarios qui sont en train d'être imaginés dans le domaine bancaire, avec que ce soit la partie Robot Advisory, donc les conseillers, en tout cas au choix, donc on regarde des scénarios qui sont aujourd'hui étudiés par les banques, et je suis bien placé, je vis en Suisse pour vous dire que ce sont des scénarios qui sont d'actualité, avec justement des banques, banking without banker, des opérations sans infrastructure, des paiements sans middleman, des choice without, des security without privacy, des merger and acquisition without advisor. Et ça, c'est des scénarios qui sont aujourd'hui concrètement implémentés. Tout simplement parce qu'il y a un marché qui est énorme. On estime qu'il y a 450 milliards de marché sur tout ce qui est robot advisory. Et ça, c'est quelque chose qui est exploité à tel point qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple l'UBS aux États-Unis en train de tester ce type d'approche. Et par contre, il y a un phénomène qui doit être clair. On nous a longtemps raconté l'histoire des Big Four, que il faut analyser votre chaîne de valeur pour transformer, etc. Aujourd'hui, avec le monde digital, c'est faux. Aujourd'hui, vous avez 5 startups, regardez ce cas d'une banque, qui vont attaquer une valeur. Aujourd'hui, c'est votre valeur qui va être attaquée, ou il y aura une opportunité ou une rupture. Donc, ce n'est pas la chaîne de valeur, c'est une valeur. Vous avez 5 startups qui vont travailler sur une de vos services et qui sont financés par des gros investisseurs qui ont justement le soutien d'énormément et qui vont vous perturber et vous mettre en rupture. Et ça, c'est une réalité. Donc, on ne parle plus de chaîne de valeur, mais d'opportunités sur des valeurs qui sont mises à disposition. Les réponses qui sont aujourd'hui amenées par, si je prends le secteur bancaire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3 stratégies. Soit vous construisez vous-même, soit vous faites un partenariat, soit vous faites l'acquisition de structures. Et on voit dans ce monde-là que beaucoup de banques, beaucoup d'assurances aujourd'hui suivent des fintechs ou d'autres pour pouvoir les acquérir et intégrer beaucoup plus rapidement la connaissance au sein de leurs propres organisations. On va prendre par exemple le monde de l'automobile. Aujourd'hui, le monde de l'automobile, vous voyez un petit peu, vous avez
des acteurs qui sont à tous les niveaux, quoi. Vous avez au niveau de la batterie, au niveau de la partie sécurité de la conduite, au niveau GPS, au niveau de réparation automatique. Donc on retrouve des acteurs, c'est pour ça que je vous parle de valeur aujourd'hui, sur différents composants. Aujourd'hui, les assurances vont faire des partenariats avec ces acteurs-là parce qu'ils peuvent anticiper peut-être le coût des primes, etc. On est aussi dans un phénomène de gamification, même dans le monde de la voiture. Je vais vous présenter, donc on a été présent à Versailles l'année dernière avec des partenaires qui sont dans ces différentes verticales. Si je peux demander juste, si ça passe, hein, j'espère, j'aurais souhaité vous montrer une petite vidéo qui intègre de tout ce qui est machine learning, storage, d'ailleurs elle est commentée, si ça veut bien passer. Je pense qu'il met le temps de charger les vidéos. On va essayer. Alors, ça, c'est la société NVIDIA, et en fait, qui a commencé par la gamification. Ils faisaient des jeux, et puis aujourd'hui, sans rentrer, ils vous vendent carrément des kits que vous pouvez intégrer dans vos voitures, et qui fait toute la partie de l'analyse d'impact. Alors, je ne sais pas, je suis désolé si ça passe ou pas. Ça aurait été sympa, mais si c'est pas... Je voulais vous amuser un petit peu avec une vidéo après le lunch, mais si c'est pas possible... Hein... Mazel, elle ne charge pas. C'est peut-être qu'elle charge. Hein. Ah, c'est revenu? On était en mode présentation. Mais non, je sais pas, parce que c'est le PowerPoint. Normalement, il y a le truc qui apparaît. Ici, ça apparaît au bout d'un moment. Quand ça charge, ça apparaît ici. Non, c'est le problème du PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que ça charge. La vidéo, c'est pas avec PowerPoint. C'est pas séparé. Bon, je vous enverrai le lien en fait. Hein. La société s'appelle NVIDIA, donc ils intègrent différents composants d'II, de Deep Learning, et vous montrent en fait aujourd'hui les possibilités à travers de détection de personnes, de formes, d'objets, de vitesse, énormément de choses qui sont donc en termes d'application sur ce type d'approche. Le monde du sport aussi n'est pas exclu. Aujourd'hui, on utilise directement le streaming de données et en rajoutant de l'intelligence artificielle pour pouvoir être beaucoup plus compétitif. Très clairement aujourd'hui, vous avez en live, aujourd'hui, on va analyser une tactique, des vitesses, des touches, des impacts défensifs pour adapter au fur et à mesure, lors d'un match, que ce soit de tennis, de foot, etc., et avoir une meilleure stratégie pour pouvoir gagner. Donc aujourd'hui, c'est une réalité de plus en plus d'entreprises. Je suis bien placé, j'ai travaillé, j'étais beaucoup avec le comité olympique, avec l'UEFA et la FIFA qui étaient présents sur ce type, et c'est des scénarios aujourd'hui où des gros clubs intègrent ce type de technologie digitale en intégrant de l'IA pour pouvoir justement être meilleurs que les autres, donc pour des raisons de compétitivité. Mais à nouveau, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans un monde de mash-up. Mash-up, c'est-à-dire qu'on agrège même des composants technologiques de grosses structures ou de petites structures de start-up. Prenez cet exemple ici à gauche, où vous avez en fait un match en temps réel avec des data streams d'un match, du Real contre l'Atlético. Et en fait, ce qu'ils ont combiné, ils ont combiné un système d'information géographique, une cartographie derrière, on a combiné du data stream et on a de l'événementiel au fur et à mesure, et on a mis du tweet. Et on va combiner pour donner cette nouvelle expérience utilisateur de dire comment les gens réagissent en fonction de l'événement et dans quelle partie du monde. C'est un scénario parmi tant d'autres qu'on peut imaginer sur l'utilisation des nouvelles technologies et comment on peut les combiner pour amener cette nouvelle expérience utilisateur. Alors on disait, comment en exploration, je vais vous parler d'un exemple concret qu'on a eu à vivre. Typiquement, l'embouche marketing. Qui sait ce que c'est l'embouche marketing ici? Non? L'embouche marketing, c'est le phénomène d'essayer de s'associer à une marque alors qu'on n'a pas le droit. Si vous prenez en fait dans le monde du sport, en fait, comment ils vivent? Ils ont des sponsors qui les payent, à peu près 1 milliard, prenez le comité ou l'UEFA, ou je ne sais pas, c'est à peu près 1 milliard par année d'euros, et des broadcasters qui sont les diffuseurs, donc les télés, etc., qui diffusent en exclusivité. Les sponsors s'associent uniquement pour avoir l'exclusivité, c'est-à-dire que je veux que ma marque soit présente et uniquement durant l'événement pour en générer plus de revenus. L'embouche marketeur, c'est pas des petites sociétés, c'est des grosses sociétés qui vont essayer de s'associer à une marque, par exemple le comité olympique ou autre, pour pouvoir aussi en bénéficier. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est qu'il faut monitorer, il faut suivre l'ensemble des marques, et là vous avez des exemples de grosses boîtes comme Nestlé, Ice, désolé, qui vont essayer de s'associer, ils ne sont pas sponsors officiels, pour en générer des trucs. Quel est le problème à ce niveau-là? C'est qu'aujourd'hui, moi je peux faire de l'embouche marketing, vous pouvez faire de l'embouche marketing, vous pouvez créer une app
Il faut monitorer le texte, les réseaux sociaux, les images, les vidéos, le texte, et qu'est-ce qu'on ne peut pas y répondre ça aujourd'hui. Et par contre, le risque est énorme de perdre 1 milliard de sponsorship, on ne peut pas l'accepter. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le big data, l'analytique sur ce type d'objet doit être monitoré. Et c'est complexe, c'est qu'on ne monitore pas uniquement des objets, des images, la vidéo, on monitore aussi des savoir-faire, par exemple, sur l'utilisation avec des fonds, avec des couleurs, on mixe du cognitif, de l'intelligence artificielle, du machine learning. On mixe aussi, on intègre aussi des marques et des objets, par exemple, ça s'applique aussi à ce niveau-là. Sur, par exemple, aussi les publicités, typiquement de voir la disposition des objets, Coop n'est pas un partenaire de sponsor numéro 1, il est plutôt partenaire secondaire, donc il ne doit pas être au même niveau. Donc le scope et les enjeux sont énormes aujourd'hui sur ce type d'initiative. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour démultiplier la problématique du volume et de la variété, de la vélocité et de la valeur, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez contrôler, par exemple, ou monitorer l'anneau olympique, c'est pas seulement ça, ou les partenaires, le Nestlé ou le Procter & Gamble, vous devez monitorer toutes les sous-marques. C'est-à-dire que si je monitore Nestlé, je dois monitorer Nespresso, Dolce Gusto, Babyness, sous toute forme, images, vidéos, textes, réseaux sociaux. Et c'est là où il y a des problématiques et des enjeux majeurs qui se posent à ce niveau-là. Donc la réponse, effectivement, c'est l'utilisation du non structuré, de la vidéo, des photos, du texte, de sémantique, etc. Je vais passer rapidement, mais je crois que vous voyez le message, c'est que dans toutes les verticales, aujourd'hui, il y a des impacts. Le monde du luxe, donc j'étais, comme je vous le disais, à peu près il y a 2 semaines, donc avec plusieurs CEO dans le monde du luxe, pour discuter des enjeux. Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, le luxe qui pensait être parfait, qui n'avait, je veux dire, jamais ils imaginaient utiliser du web ou vendre en ligne une Rolls-Royce où il y avait le patron de Lamborghini qui était là aussi, il disait aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Les gens louent le luxe. Je vais louer ma voiture. Je voyage beaucoup, je suis un homme d'affaires, j'arrive dans un pays, je prends un jour une Ferrari, un autre jour, etc. Ou je peux louer pour une soirée des habits, une montre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui les perturbe dans la façon ou dans leur business model traditionnel. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs et de starters sont en train de les mettre en rupture, ces grosses marques, et ils sont obligés de s'associer et de regarder ce type d'acteurs qui aujourd'hui peuvent justement perturber tout leur approche traditionnelle, on va dire ça comme ça. Autre exemple, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée réalité pour aujourd'hui tester ses propres affaires et pouvoir accéder justement à du mirroring qui permet justement de pouvoir contrôler, de pouvoir choisir et de tester avant même d'être dans le magasin. Et puis il y a d'autres scénarios aujourd'hui qui sont utilisés, typiquement sur comment, par exemple, avec une vidéo, voir le parcours d'un utilisateur dans un magasin et de pouvoir donc définir quels sont les meilleurs placements pour les objets, pour la typologie des magasins, comment pouvoir les intégrer. Donc c'est travailler sur ce qu'on appelle le customer journey, la traversée justement, comment le client va parcourir et avant l'acte d'achat. Donc c'est aujourd'hui deux types de technologies qui sont là. Ça, c'est un scénario que j'ai discuté avec une des personnes qui étaient des responsables du comité international olympique, de la Croix-Rouge, pardon, et puis une HCR qui travaille sur la problématique de la reconnaissance du terrain et des services cognitifs. En redéfinissant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de migrants, que ce soit aussi... retravaillons le concept de l'identité. Souvent, ces gens-là, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien. Et on va redécliner ça d'un point de vue technologique sur 3 dimensions, de définir l'identité comme pouvant être une photo, une vidéo ou un speech uniquement, sans avoir de passeport ou que ce soit. Donc ce scénario qu'on avait développé avec eux et travaillé avec eux, c'est un peu comment identifier des personnes disparues. Moi aujourd'hui, je ne mettrai, je suis papa, si vous savez que la technologie aujourd'hui peut vous aider à retrouver ou votre enfant se fait prendre, etc., et que vous avez quelqu'un qui peut avoir de la reconnaissance, ça j'hésiterai pas du tout, je vous le dis. Maintenant, il y a d'autres scénarios plus abusifs. Donc, comment identifier? Existe-t-il des moyens de reconnaissance? Le cas de la migration ou de la disparition est une priorité de l'Union européenne, comme je vais le montrer un petit peu plus tard sur un des scénarios sur lequel on travaille, ou en termes de catastrophes naturelles. Typiquement, justement, aujourd'hui, avec les services cognitifs ou les technologies cognitives, on a moyen d'identifier qu'on a un enfant, que c'est un garçon, qu'il a à peu près 5 ans, qu'il n'a pas de moustache, etc. Ça, automatiquement, avec des algorithmes de reconnaissance, pas seulement de photos, de vidéos, avec des algorithmes de l'air qui voient en fonction du mouvement où est-ce qu'on est situé. On reconnaît la voix et puis on est capable de corréler ou de soit monitorer pour pouvoir retrouver justement la trace avec un taux de probabilité qui est relevant ou pas relevant
en live et avec un traitement de masse. C'est ça qui est important en termes de capture des données. Ça, c'est justement des technologies qui aujourd'hui sont testées sur le terrain et concrètes par rapport justement à des problématiques de police, de migration, de reconnaissance, etc. Autre exemple de cette application, on a testé, nous on a développé tout un prototype et une plateforme. Malheureusement, le scénario là à droite est réel et c'est triste, mais il y a justement ces syndromes de reconnaissance et ça marche très bien aujourd'hui. Je continue le parcours, donc la santé et le retail, on va dire. On va prendre le cas de Nestlé. Nestlé, qui est un mastodonte que vous connaissez, aujourd'hui a été complètement en rupture à cause de, justement, ça a été initié par Facebook, où Greenpeace les a attaqués sur l'utilisation de l'huile de palme. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on se coule, on va créer une page Facebook, on va mettre 2 administrateurs IT, et puis en fait, quand on aura quand les gens veulent nous questionner, ils leur répondront. Sauf que Greenpeace a pris cette action très en largesse, ils ont commencé à faire des vidéos. Si vous regardez Nestlé Killer, ils ont fait avec KitKat des gens qui mangent un KitKat, qui ont du sang. Donc c'était assez violent comme façon de communiquer. Et ça a mobilisé énormément de personnes sur l'utilisation de l'huile de palme, la destruction des forêts, etc. Et puis les gens ont commencé à aller sur ce site Facebook et attaquer directement le géant. Les gens n'étant pas préparés, les réponses étaient inadéquates par rapport aux attentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune réaction, jusqu'à un événement déclencheur qui a été le cours de la bourse qui est descendu. Et c'est là où, à l'époque, le PDG était Peter Brabeck, a réagi, dit, à partir du moment, moi je suis une entreprise qui sert mes stakeholders et mes shareholders, et là il a réagi, il a dit, plus jamais je ne veux que ceci arrive, parce que j'ai perdu de l'image. Il a fait une lettre à tous les fournisseurs, j'étais fournisseur avec eux, pour laquelle il nous a imposé des statements éthiques, de pouvoir travailler avec des fournisseurs qui soient agréés. Et plus que ça, il a défini une stratégie digitale, que je peux vous le dire maintenant, il a tué l'IT. L'IT a été relayé en centre de coût, et il a mis toute une équipe de digital engagement, customer review, des gens qui étaient plus proches des métiers, pour définir tous les scénarios IT à partir de la partie transformation digitale. Donc le directeur informatique, ses équipes opérationnelles qui avaient un poids énorme, se sont retrouvés en termes de coûts, en termes justement d'opérationnalisation uniquement, et tous les scénarios métiers venaient de la partie transformation digitale. Et ce qu'il a fait de plus, c'est qu'ils ont créé, si vous connaissez un petit peu la Suisse, à Vevey, le siège est là-bas. Ils sont tout au bord du lac, au 6e étage, ils ont créé tout ce qui est Digital Acceleration Team, où, comme vous le voyez, Listening, Engaging, Inspiring and Transforming. Ils écoutent l'ensemble des marques, de tout ce qui se dit sur eux, réseau social, texte, sémantique, etc., pour pouvoir réagir immédiatement. Donc en l'occurrence, si vous critiquez une marque, ça va se savoir immédiatement et vous allez avoir, vous pouvez tester une réponse pratiquement directe sur l'ensemble des brands. C'est assez hallucinant. Tout ça, ça a commencé par un petit phénomène qui était justement de réseau social, de se dire. Donc c'est des réalités. Aujourd'hui, on n'est plus dans des mirages où dans 5 ans que ça va arriver. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui changent, il y a des sociétés qui ferment. Aujourd'hui, parce qu'ils ont sous-estimé l'impact du digital. Et c'est ça sur lequel j'aimerais insister sur ce point. Dernier volet, c'est la partie gouvernement, parce qu'on croit qu'au niveau des gouvernements, on n'est pas impacté. Aujourd'hui, dans la partie gouvernement, on travaille, donc là j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'expert sur une antenne de la Commission européenne où on explore des phénomènes. Donc là, si vous voyez, on construit un framework qui va sur du big data for policy making. Comment la donnée, avec l'intelligence artificielle, peut appuyer une politique publique. Et les challenges sociétaux qui sont définis vers la droite, c'est par exemple la perte d'emploi, la migration, les inégalités, etc. Donc c'est ce que Jean-Luc faisait référence tout à l'heure au ICT Enabled Social Innovation, c'est aussi de l'innovation sociale aussi, qui amène de la valeur d'un point de vue social, avec la définition d'un framework, des outils qui comportent, et puis en fait des standards, tout en considérant la partie éthique aussi et régulation à mettre en place pour pouvoir adresser ces challenges. Ce qu'on appelle scénario métier dans les industries, c'est un challenge sociétal au niveau européen qui peut être la migration, qui peut être l'emploi, etc. Prenez le cas de New York qui a intégré toute la partie IA, Big Data et puis Analytics sur la prévention des accidents et des crimes à New York, où aujourd'hui, donc, ils ont des analyses, donc avec des capteurs, avec différents types d'objets, par quartier de l'ensemble des types de voitures. Ils ont corrélé ça également avec des types, donc des typologies.
quels sont le type de véhicules qui sont là. Ils ont aussi le map, la carte de toutes les routes, et puis ils vont corréler avec les conditions. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la pluie? Et ils vont essayer de corréler des facteurs, en tout cas, qui permettent de définir, il y a plus d'accidents dans ce quartier, dans ce type de conditions. Et avec ce type d'approche, ils ont réussi justement à descendre le niveau d'accident parce qu'ils ont trouvé des facteurs, lorsqu'ils les corrélaient, qui augmentaient le risque sur ce rue ou sur ce croisement ou sur ce type ou sur cette typologie ou conditions météorologiques. À nouveau, c'est une réalité. Ce n'est pas justement de la perspective, c'est aujourd'hui une utilisation et puis qui amène. Je vais vous parler aussi d'un cas où j'habite sur Lausanne, la société est là-bas, où on a fait un pilote très intéressant avec la ville de Lausanne. Ils m'ont autorisé à communiquer sur ce type d'approche pour l'utilisation de la technologie sémantique. Globalement, le scénario, c'est qu'ils ont un site qui est jusqu'à présent, parce que c'est en pilote, on l'a mis sur leur feuille de route digitale, où l'information à l'intérieur du site n'est pas classée. Donc il n'y a pas de la métadonnée, il y a des données qui viennent de CMS, il y a des données qui viennent à la main, donc la donnée n'est pas structurée, et il y a différents types de données. La problématique qui se pose, et le challenge, c'était de se dire, on va prendre un scénario, attendez, je vais revenir là, on va prendre un scénario sur le processus de classification, catégorisation, contextualisation. Donc, à partir de là, de se dire, est-ce qu'on est capable, nous, on avait accès directement à leur site web, à travers une plateforme hybride, donc cloud, je pense qu'ils faisaient, on a capturé toute l'information, classifié cette information, catégorisé en utilisant des technologies sémantiques, on appelle ça des ontologies également, des cartouches d'ontologie, pour pouvoir justement comprendre cette information, et il en résulte effectivement qu'on était capable de classifier tout ce qui parlait du sport, tout ce qui est parlé de la scolarité, tout ce qui est social, etc. Donc on a agrégé cette information. Mais plus que ça, en utilisant la donnée, on était capable de dire si on parlait d'une personne, d'une entreprise, d'un objet sur tous les articles. Donc avec un référentiel qu'on a construit. Quel est le principe? Tout à l'heure on a parlé du monde de la santé, c'est qu'aujourd'hui, ces machines sont beaucoup plus puissantes que vous. Vous pouvez analyser des millions de documents, de sites web, de tout ce que vous voulez, avec ce type de technologie, qui vont reconnaître, dans le cas par exemple d'un use case, d'un scénario au niveau de la santé, qu'on est en train de parler d'un symptôme, d'une maladie, d'une drogue, d'un dosage, d'un patient, tout en enrichissant l'information. Donc on a un processus d'enrichissement qui fait au fur et à mesure que vous utilisez, au fur et à mesure, justement vous enrichissez votre référentiel qui est construit sur les anciens modèles qui sont quelque part des entités, des relations et des données, des attributs et des données qui sont mises à disposition. Alors on a fait ensuite par la suite un exercice assez intéressant avec justement l'EPFL, l'équipe d'innovation de l'EPFL, où je les ai associés à cette initiative. Ce qu'on a fait à partir du moment où on avait la donnée qui était classifiée, catégorisée, on a pris le plan de législature. Vous savez ce que c'est un plan de législature, hein, c'est la stratégie de politique durant 5 ans, durant le temps où l'exécutif est là. Et on a pris les 5 priorités de la ville, qui sont construire la ville, gérer ça, c'est leur plan de législature, c'est les priorités qu'ils ont données. Vous savez ce qu'on a fait comme exercice? On avait l'information de référence qui était classifiée, on a lié la donnée à la priorité de la ville. Et on a vu la priorité, les principes, les politiques, et on voyait que si la donnée était cohérente par rapport aux principes ou à la politique qui était là. Imaginez ce type d'approche, elles peuvent être top-down ou bottom-up. Vous prenez une stratégie d'une organisation, d'un secteur public, et vous la déclinez pour voir si la donnée supporte bien. Vous prenez une approche comme on l'a fait, qui est plutôt bottom-up, où on a pris l'information et on a montré la circulation. Avec ce type de technologie, vous pouvez assurer quelque part la consistance en termes de données et de priorité. Cet exercice était... Alors, ce slide-là que je vous montre, qu'ils m'ont autorisé à montrer aussi, ça a été le principe, vous vous rappelez, je vous parlais de ne pas voir l'informatique comme centre de coût, mais centre de valeur. Le CIO, donc le directeur informatique, quand il a vu ce slide, il a pris ça, il m'a dit, est-ce que je peux voir ma municipalité juste avec ce slide? C'est la première fois que je vois l'apport de l'informatique en termes d'impact politique. Data driven for policy making. Je vais finir un petit peu sur les concepts, un petit peu plus de Smart Cities, mais bon, ça je vais passer rapidement s'il y a des questions là-dessus. Donc, pour finir, donc, nous on a eu la chance d'être reconnus, donc je vous invite à regarder Big Data Value Association, vous m'aviez posé la question tout à l'heure, où on a été sélectionné parmi les 6 sociétés sur le processus de capture de données, depuis la partie génération et acquisition de données, qu'elles soient structurées, non structurées, que ce soit un event process, jusqu'à l'analyse et le processus
donc que ce soit la sémantique, la data, le real-time. On a beaucoup intégré la partie IA, je vais vous montrer par la suite. Ensuite, le stockage, et puis jusqu'à la partie. Donc on travaille avec cette association qui représente en fait en conseil la Commission européenne. On a la chance d'avoir été intégré cette équipe sur tous leurs programmes qui sont de l'ordre de 90 milliards, 90 milliards sur tout l'ensemble des programmes de la Commission européenne qui touchent au big data, qui touchent au l'IA, qui touchent à l'analytique, avec justement ce type de scénarios verticaux que vous avez pu voir auparavant, et pouvoir tester un certain nombre d'éléments. J'étais à table tout à l'heure avec un certain nombre d'entre vous. Ces éléments-là, ça nécessite une triangulation de 3 éléments. La première, c'est d'avoir des clients, des industries ou du secteur public. C'est d'avoir des startups et le monde académique. Ce sont les 3 dimensions qu'il faut avancer ce type de problématique. Donc ça, je vous présente en avant-première, on sera à Vienne dans 2 semaines, les éléments sur lesquels on a organisé toute la partie réflexion, donc qui sont organisés en verticaux. On retrouve les verticaux, la santé, le transport, l'agri-food, l'énergie, et puis toute la partie éléments, donc là on retrouve les HPC, IoT. Je vais vous donner un détail, mais il fait peur ce slide, hein, le prochain slide que je vais vous montrer. C'est le détail justement des éléments, où on est sur la partie, depuis la partie cloud, sensor, data management, protection, process analytique, data visualisation, et vous retrouvez toute la partie AI, cognitive computing, analytique, qui est le cœur de la transformation en supportant la donnée avec les problématiques de cybersécurité. C'est le slide le plus complet qui peut décrire ce qu'on fait, en fait à l'échelle européenne sur BDVA, mais avec différents acteurs. On n'est pas tous spécialisés, chacun travaille sur un des volets, soit horizontaux, soit verticaux. Et à nouveau, mon message, c'est que la rupture et la perturbation, elle ne peut pas venir, c'est pas parce qu'on est bon en Europe. Vous avez vu, c'est les cas que j'ai montrés. Aujourd'hui, ils ont été en rupture avec des très bonnes écoles, mais si vous avez un savoir-faire au niveau de la recherche, au niveau de scénario métier, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous intégrer parce que c'est encore une zone qui est neutre. Rappelez-vous, 60% des CEO et des décideurs ne savent pas encore les scénarios qui se déclinent sur leur métier. Alors soit ils se prennent une claque et à un moment donné ils voient un scénario comme le cas de Nestlé ou Gillette aux États-Unis, soit vous êtes capable de piloter et de tester, et comment? À travers justement un processus, je vais passer rapidement, de pouvoir tester, prendre un certain nombre d'initiatives, pouvoir les pondérer par rapport justement à des critères, en tout cas que vous voulez mettre en place, et définir des initiatives pilotes qui vous permettent de tester ce différents types de scénarios. Je vais être un des rares à respecter mon timing parce que je vais m'arrêter à ce slide. Ah oui, c'est comme ça, on est régulé comme ça. Voilà, c'est vraiment de travailler pas seulement sur la partie technologie, c'est la partie scénario. Mettre en place des scénarios qu'on peut tester soit d'un point de vue vertical, soit horizontal, et définir des domaines fonctionnels d'application de ce type de scénario pour pouvoir définir une approche avec des fois, si c'est politique, un ROI politique, si c'est industriel avec des éléments concrets, en tout cas d'application. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, je vous remercie, et puis je crois que mon timing est bon. Merci à vous. Merci Anis Loukli pour cette présentation très riche qui a survolé beaucoup d'études de cas. Je pense que justement dans ce type de sujet, les études de cas sont hyper intéressantes parce que ça se voit. Enfin, on voit bien que c'est pas juste de l'académique, mais c'est qu'il y a bien sûr des applications. Alors, je n'ai pas mon téléphone, qu'est-ce qu'il me fait? Donc là, on va, avant de passer la parole à notre prochain speaker, à la salle pour quelques questions. Et en fait, ce matin, il y avait des speakers qui n'ont pas eu droit à leurs questions. C'est pas juste. Et donc, on va faire tout ça d'un coup. Si vous avez des questions, donc soit pour Monsieur Baïna, donc Monsieur Salah Baïna. Alors, qui est passé d'autre? Monsieur Blel, que voilà, j'invite j'étais en train à de nous chercher. rejoindre. Et voilà. Merci pour la présentation. D'abord, en fait, j'ai une question au niveau de comment on va définir la notion de valeur, parce que la notion de valeur telle que je connais, en fait, c'est la satisfaction par rapport au combien ça coûte. Donc la consommation des ressources et la satisfaction des clients. Alors que le cas que vous avez évoqué, c'est le respect en fait, de l'environnement.
la notion de valeur, c'est satisfaction avec réduction de coûts et respect en fait de l'environnement. Donc on a des fonctions de contrainte à satisfaire. Oui. Donc dans un premier temps, c'est quoi la définition de Il n'y a pas de réponse directe, il y a un domaine d'application. Lorsque j'ai vu des cas, par exemple, en menant des stratégies digitales d'État, où aujourd'hui, la seule valeur, il y avait une initiative qui faisait sens en termes financiers, qui faisait sens en termes d'apport aux citoyens, par exemple, sur la santé, de pouvoir, entre deux États, partager des informations sur le patient, qui n'ont pas été mises en place parce que les coûts et le retour sur investissement politique n'étaient pas là. Clair. D'accord. Ensuite, dans le monde industriel, sur certains autres éléments, ça a été le coût. La génération de nouveaux streams, de nouveaux canaux de revenus, qui était le facteur de valeur pour eux. Donc, dans chaque cas, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un comportement. C'est pour ça qu'à chaque scénario, chaque initiative que vous avez vue un petit peu qui est prioritaire, il y a besoin de l'analyser plus en détail sur quel est le retour, quelle est la valeur, et toujours intégré sur le why, c'est-à-dire que la décision, la validation du scénario est par les plus hautes, quelque part, responsables et validée, en tout cas en termes de retour sur investissement, est validée. Ensuite, le deuxième élément sur ce type d'approche, on n'est plus sur des gros scénarios Big Bang, on est beaucoup de fois sur des scénarios de pilotage. À une des grosses banques privées, vous avez vu le scénario des robots pour la banque. Aujourd'hui, ça se fait par des pilotages sur des API. Ça ne se fait pas sur des grosses transformations des chantiers de 30 millions, comme c'était le cas. Je crois que c'est fini les temps où on arrivait avec 50 millions de SAP, arrivé, tout ça. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Voilà. Une deuxième question, en fait, liée aux les entreprises aujourd'hui, en fait, à travers leurs partenaires et les collaborateurs, donc il y a un réseau. Et comment on va assurer la propagation de la valeur dans le réseau de valeur, réseau de création de valeur. Oui. C'est-à-dire, si je ne fais pas confiance à un collaborateur sur le respect de l'environnement ou l'atteinte, en fait, je vais dire en fait que je produis ou je fabrique quelque chose qui peut porter atteinte à la santé d'une personne. Donc, et moi, je suis obligé de l'utiliser, de travailler avec lui en fait comme collaborateur. Oui. Donc la valeur, c'est-à-dire l'image du premier en fait, c'est tout le réseau qui va être impacté. Absolument. Je pense que les éléments dans lesquels que vous venez actuellement de mentionner sont très très importants parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans ce typologie de projet qui tiennent en compte en fait des externes, en fait les modèles aujourd'hui de transformation, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils vous donnent des mesures et des métriques. C'est pas le but. J'avais pas fait une présentation sur les modèles, mais j'échange avec grand plaisir. Ils présentent tous des éléments qui sont internes et externes, des facteurs externes que vous mesurez sur plusieurs dimensions pour essayer d'avoir une cartographie de la couverture de votre initiative et de l'impact qu'elle aura. Donc ce sont des éléments. C'est pour ça que je reviens, hormis la partie technologique, allez sur le scénario et cartographiez, choisissez un modèle. Quand on parle dans un gouvernement, on a fait la stratégie digitale de ville et d'un État, on a commencé à poser le modèle, de dire mais vous, il n'y a pas deux organisations qui peuvent travailler de la même façon. Qu'est-ce que c'est un modèle? Il y a des modèles de Smart Cities, il y a des modèles de Smart Transport, de Smart Energy, il y a des modèles avec des mesures qui sont citoyens. Pour vous donner un exemple, on avait testé une initiative de e-participation, où on parle de chatbot citoyen, qui permettait de capturer et de mesurer l'envie du citoyen, ou en tout cas l'opinion du citoyen par rapport à une construction, etc. Au bout d'un moment, elle faisait beaucoup de sens, il y avait un engagement, mais ils l'ont arrêté. Pourquoi? Parce que ça transformait les processus internes de l'État qui devait aujourd'hui avoir, donc ils recevaient un canal supplémentaire d'information et ça les embêtait pour le traitement. Ils n'étaient pas organisés d'un point de vue gouvernance pour les traiter. Donc il y a aussi de l'impact organisationnel aussi à considérer pour pouvoir faire avancer. Et c'est pas objectivement, c'est un ROI citoyen, c'est un objectif, c'est un retour en termes d'informations pertinentes et de retour. Mais d'un point de vue organisation propre, en interne, ça n'avait pas de retour. Donc vous voyez un petit peu les différentes dimensions qu'il faut considérer. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. Merci. J'ai une question plutôt par rapport au scénario possible que vous avez évoqué, notamment à cette problématique que ont
les CIO, ils n'ont pas encore tellement d'idées par rapport au scénario relatif à la digitalisation. Moi, je viens des télécoms et on travaille avec des opérateurs télécoms et qui nous posent en fait cette question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous transformer, aller vers le digital? Donc pour tout ce qui est cost, ils voient la valeur, ils voient qu'ils vont avoir de meilleurs rapports au niveau coût par rapport à le cloud et tout ça. Mais par rapport à la valeur ou le value differentiation, ils ne voient pas encore comment ils peuvent. Donc, par rapport à votre expérience, comment on peut les aider à déjà réfléchir? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des bases ou une plateforme pour commencer cette réflexion pour avoir des cas ou des use cases précis? Alors oui, c'est un petit peu les derniers slides là que j'avais montrés où en fait vous définissez des critères en fait qui sont propres à l'impact que ça peut avoir pour eux et puis vous définissez un certain nombre de scénarios que vous pondérez d'abord pour définir 2-3 scénarios qui soient susceptibles aujourd'hui de les intéresser. Ensuite, votre question, la question sous-jacente que vous avez, c'est comment monter rapidement en compétence pour pouvoir répondre à ce scénario, parce que on ne va pas construire une plateforme, même si je suis sûr que vous avez des plateformes Big Data avec du Hadoop, du MapReduce, de l'analytique top. C'est aujourd'hui une capitalisation. Alors, les éléments, donc par exemple les organisations sur lesquelles on travaille, BDVA, là où Gianluca ils ont à disposition en fait des initiatives de mettre à disposition des plateformes ou des financements pour pouvoir justement répondre à des challenges. Donc je vous invite, si vous avez un challenge qui est intéressant, déjà le mapper, parce qu'il y a un savoir-faire déjà qui commence à être sur les différentes dimensions verticales ou horizontales, à se dire ben, où est-ce que je m'inscris, comment je peux cartographier par rapport à là où je m'inscris, et ensuite vous avez des plateformes qui supportent et des financements, je le répète, et des financements sur des cas d'études. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où l'Europe essaye de défendre ses intérêts par rapport aussi aux standards qu'imposent les Américains et les Chinois, comme le disait Jean-Lucas ce matin, et professeur Bouchaï, c'est le fait aujourd'hui de pouvoir trouver des compelling cases, des cas d'études sur lesquels. Donc je vous invite, si vous avez des cas et vos clients intéressants, à pouvoir vous inscrire dans des consortiums et de pouvoir tester ce type de plateforme. Il faut avancer, et contrairement, moi j'ai eu différents sons aujourd'hui, c'est une réalité, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions du public, moi je voudrais juste une toute petite question, c'est par rapport au cas que vous avez montré, où vous avez dû classifier, en fait, il y avait un site, alors je ne sais plus si c'était de la ville, ou en tout cas il y avait un site de la ville, et il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient en fait pêle-mêle là-dedans, et vous avez eu à les classifier et puis à les organiser dans le site. Alors dans ce process, la partie classification, bon, j'imagine que vous avez crawlé les différentes pages et puis bon, vous avez essayé de faire en fait du NLP et puis après certainement clusterisé avec du machine learning ou ce type de choses. Donc ça me semble clair. La deuxième phase, donc la structuration, est-ce qu'elle a été manuelle ou est-ce que vous avez aussi... Elle a été automatique sur des outils qu'on utilise en fait, justement c'est pour ça que je recommandais d'utiliser des outils qui étaient à disposition. On a intégré toute une chaîne de valeur depuis la partie business scénario, mais je vais vous embêter puisque c'est comme ça. Il y a des slides, des choses que j'ai passées rapidement, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Oui, je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué que ce qu'on a vu. Voilà, un des éléments, c'est lorsque vous avez, si vous devez faire le parcours, en fait, depuis le scénario, la pondération et puis la partie... En fait, vous définissez votre scénario et vous appliquez, en fait, on parle très peu. Je vous invite à regarder un document que vous trouvez sur Google qui s'appelle Data Driven for Business Model, qui présente une structure de comment définir en fait les données, les activités et ce qu'on veut en faire comme business model. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, le processus qu'on a appliqué, c'est qu'on a investi sur une plateforme. J'ai plus de case, de use case à la fin. C'est bon. On rentre dans le vif du sujet là. Ça c'est l'initiative, donc la pondération des initiatives. Mais en fait, ce qu'on travaille, le processus, c'est que vous avez un business scénario. Vous pouvez normaliser ici de dire quelle industrie. Vous pouvez même le rendre plus intelligent. Nous, on a normalisé selon un standard qui s'appelle SIC, Sector Industrial. Bon, pourquoi ça passe pas? Il faut au moins qu'on voit quelque chose.
Voilà. En fait, on va depuis la discovery, l'enablement et la transformation. Là, à gauche, vous définissez le scénario. Je suis dans le marché, je suis dans le sport, je suis dans le luxe, etc. À partir de là, vous appliquez un data-driven business model qui va vous dire est-ce que je vais plus aller sur un type de comportement. Vous pouvez capturer des données qui viennent de sources externes. Nous, c'est le processus qu'on a appliqué pour aller ensuite intégrer différents API et outils dans la partie sémantique, ontologie, catégorisation de données. Et puis je peux même vous dire qu'à travers ce scénario, ce que je n'ai pas dit sur la partie contextualisation, à partir du moment où vous aviez l'information classifiée, catégorisée, contextualisée, vous saviez qu'un citoyen qui était là, il voyait sa localisation et il s'intéresse à la culture. Vu qu'on a classifié l'information, on sait tous les musées qui étaient liés. Eh ben, en fait, il y avait des partenaires qui travaillaient sur les musées virtuels, qui voulaient s'intégrer à la plateforme pour dire, eh ben, tiens, poussons l'expérience utilisateur à la visite du musée. Vous voyez un petit peu le processus. Tout à fait, parce que justement, pour moi, je voyais tout de suite l'open data. Donc voilà, vous aimez bien, j'ai compris que vous aimiez les choses concrètes, voilà. Très bien. Donc, merci. Je pense qu'on va laisser les questions tout à l'heure. Il y aura un panel, si vous avez encore des questions, on pourra les prendre tout à l'heure. Et donc là, on passe à notre deuxième speaker.